comme le professeur Reynaud l'a dit, je traiterai du sujet de la réglementation française sur les données de connexion. Alors, mon intervention sera peut-être un peu moins pratico-pratique que celle du procureur général et je vous prie de m'en excuser par avance. Alors, je commencerai par relever un paradoxe, loin d'être propre aux données de connexion, j'en conviens, mais qui saute aux yeux quand on s'intéresse à la réglementation sur les données de connexion. Un paradoxe qui fait que l'activisme dont fait preuve les juges et que ont évoqué mes collègues tout au long de l'après-midi, l'activisme des juges dans cette matière se heurte à la timidité du législateur. Tandis que les premiers n'hésitent pas à multiplier les décisions particulièrement détaillées afin d'encadrer la conservation et l'accès aux données, les seconds sont plus réticents, voire même s'y refusent. Cette inaction du législateur étonne, surtout quand on se rappelle que le gouvernement, dans l'arrêt Quadrature du Net du Conseil d'État, critiquait la Cour de justice en expliquant que la Cour de justice avait statué quelques mois plus tôt ultra vires, c'est-à-dire en dépassant ses propres compétences. Alors, doit-on pour autant décrier ce que certains nomment le gouvernement des juges? Je ne pense pas. Il s'agirait plutôt de critiquer l'inertie du législateur, d'autant plus préjudiciable que les données de connexion, comme on vient de le dire tout au long de cet après-midi, touchent aux droits fondamentaux, domaine qui lui est réservé. Alors, pour le démontrer, je vais rappeler très brièvement que les données de connexion sont celles qui permettent d'accéder non pas au contenu des communications, mais à un ensemble d'informations relatives aux échanges des internautes. Alors, on comprend que ces données en apparence purement techniques vont révéler tout un tas d'informations sur le profil des internautes, si bien, et ça, cela a été rappelé par le professeur Millet et par le procureur général, si bien que ces informations vont être susceptibles d'affecter le droit des internautes à leur vie privée. On comprend aussi toute l'utilité de ces données pour les enquêteurs. Comme vous l'avez dit, 2,5 millions de réquisitions par an sur l'accès à des données de connexion. Et donc, on comprend pour finir l'importance de réglementer la conservation et l'exploitation de ces données. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la réglementation française sur les données de connexion, mais je vais m'intéresser à ces principaux apports. D'une part, la réglementation française va réglementer la conservation des données. On retrouve au Code des postes et des communications électroniques, plus précisément à l'article L34-1 dans sa version 2013. Ce Code des postes et des communications électroniques, excusez-moi, faisait obligation aux opérateurs de communication électronique d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée de connexion, mais prévoyait deux exceptions. Les opérateurs devaient conserver ces données pendant une durée d'1 an pour, je cite, les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. Et de deux, les opérateurs étaient admis à conserver ces données pendant un certain temps pour leurs propres besoins. S'agissant de l'accès à ces données de connexion, qui est particulièrement important, sans doute encore plus important que la conservation des données, la loi intervient aussi. Alors là, on retrouve la loi dans le Code de procédure pénale, dans plusieurs articles, l'article 60, l'article 77 et l'article 99. Alors, pour résumer, dans le Code de procédure pénale, on permet aux officiers et aux agents de police judiciaire d'obtenir des réquisitions sur autorisation du procureur ou du juge d'instruction pour accéder, donc exploiter les données de connexion. Alors, ces dispositions du Code des postes et des télécommunications et du Code de procédure pénale ont été plusieurs fois contestées, mais malgré ces contestations,
c'est ce que je vais essayer de vous montrer, le législateur français n'est pas allé particulièrement loin dans le renouvellement de ces réglementations. Le législateur français a fait évoluer sa législation par une loi, excusez-moi, du 30 juillet 2021, donc dans lequel il est intervenu pour rénover le code des postes et des télécommunications, et plus spécifiquement cette question de la conservation et de l'accès aux données de connexion. A-t-il pour autant réussi, et c'est la question que je vais me poser aujourd'hui, a-t-il réussi à concilier droits fondamentaux et lutte contre la criminalité? Je n'en suis pas certaine. Alors pourquoi? Pour deux raisons que je vais envisager de manière distincte. Dans un premier temps, cette nouvelle réglementation opère un équilibre précaire entre droits fondamentaux et lutte contre la criminalité. Et dans un second temps, je verrai que cette même réglementation opère un équilibre que j'appelle discrétionnaire entre droits fondamentaux et lutte contre la criminalité, discrétion sur laquelle vous êtes venu plusieurs fois dans vos interventions. Alors, donc, commençons par l'équilibre précaire entre droits fondamentaux et lutte contre la criminalité. Un équilibre précaire puisque cette réglementation française sur les données de connexion semble, en tout cas à mon sens, favoriser la lutte contre la criminalité au détriment plutôt des droits fondamentaux. Alors, une telle bascule au profit de la lutte contre les criminalités se manifeste de deux façons. D'une part, cette nouvelle réglementation permet une conservation quasi systématique de toutes les données de connexion et autorise d'autre part un accès quasi systématique à toutes ces données conservées. Alors, je vais commencer par expliquer pourquoi cette réglementation permet une conservation quasi systématique de toutes les données de connexion. Alors, je ne vais pas rappeler ce que la Cour de justice a dit sur les différentes données de connexion, sur la possibilité de conserver certaines données de connexion les plus sensibles pour la sécurité nationale. Ce qu'il faut retenir, c'est que le législateur français est à peu près conformé dans cette nouvelle loi de juillet 2021, à la fois aux décisions de la Cour de justice de l'Union et aux décisions du Conseil d'État sur ces questions de conservation des données. Alors, dans sa loi modifiée, le législateur va prévoir trois cas. Le premier cas, il va permettre une conservation généralisée des données de connexion les moins sensibles pour les besoins d'une procédure pénale. Deuxième cas, il va admettre une conservation généralisée limitée à 1 an des données permettant d'identifier la source de connexion afin de lutter contre la criminalité et la délinquance grave. Je reviendrai sur ces notions de criminalité et de délinquance grave ensuite, que, comme je l'expliquerai, elles ne sont pas si facilement interprétables. Troisième cas, il va permettre une conservation généralisée des données de trafic et de localisation, données qui sont les plus sensibles, pour une durée d'1 an et seulement en cas d'atteinte à la sécurité nationale. Et là, c'est un changement puisqu'avant la loi, comme je vous l'ai dit, le permettait pour lutter contre la criminalité. Alors, à première vue, on peut se féliciter de cette réglementation qui semble plus respectueuse des droits fondamentaux. Cependant, quand on regarde ce que le Conseil d'État avait dit dans sa décision Quadrature du Net, on peut en douter. Pourquoi? Puisque le Conseil d'État, dans sa décision Quadrature du Net de 2021, avait estimé que le niveau contemporain de menaces sur la sécurité nationale, menaces notamment terroristes, justifiait une conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, même les plus sensibles, pour une durée d'1 an renouvelable. Donc, tant que durent les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, alors les opérateurs vont avoir l'obligation
de conserver ces données de connexion. Quand le risque, par exemple terroriste, va diminuer, normalement, les opérateurs n'auront plus à conserver ces données de connexion. Cependant, dans un contexte où aujourd'hui au terrorisme, on ajoute la guerre en Ukraine, je crains que la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion est encore de nos jours devant elle. C'est d'autant plus problématique que par un nouveau mécanisme, celui de conservation rapide, les autorités vont pouvoir avoir un accès quasi automatique à ces données de connexion. Alors, contrairement à ce que la Cour de justice avait expliqué dans son arrêt de 2020 et a réitéré depuis, le Conseil d'État, quant à lui, a considéré qu'il était possible pour les autorités d'accéder aux données de connexion qui sont conservées via le mécanisme de la conservation rapide. Alors, ce mécanisme, il vise à enjoindre les opérateurs de télécommunications de conserver temporairement des données ciblées. Très concrètement, les autorités de police et de justice peuvent accéder à l'ensemble des données conservées et même celles qui sont conservées au titre de la sécurité nationale, c'est-à-dire pour les données de connexion les plus sensibles. Et le législateur ne s'est pas rangé derrière la position de la Cour de justice, mais a adopté la position du Conseil d'État, puisqu'en modifiant son article L34 sur le Code des postes et des télécommunications, il affirme, et là je cite cette modification qui a été opérée en 2021, que les données conservées par les opérateurs en application du présent article, donc c'est-à-dire y compris pour les données qui sont conservées pour assurer la sécurité nationale, peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les autorités à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave, afin d'accéder à ces données. Autrement dit, le législateur a autorisé les autorités de police et de justice à aller puiser dans le cadre de leurs enquêtes au sein des données conservées pour protéger la sécurité nationale. Et donc, cette nouvelle législation permet finalement un accès quasi systématique à toutes données conservées. Et donc, on ne peut que déplorer que cette nouvelle réglementation française n'ait pas limité cet accès aux données de connexion, notamment les plus sensibles. On aurait pu imaginer que la réglementation française prévoit qu'une conservation rapide était possible seulement pour les données qui sont conservées, dont on a besoin d'avoir accès pour les mêmes finalités ou pour des finalités plus graves que celles pour lesquelles elles étaient initialement conservées. En plus de cet équilibre que je pense assez précaire entre droits fondamentaux et lutte contre la criminalité, je vois aussi dans cette nouvelle réglementation un équilibre que je considère comme discrétionnaire entre droits fondamentaux et lutte contre la criminalité. Alors, pourquoi équilibre discrétionnaire? Puisque la nouvelle réglementation française va laisser à la discrétion des autorités chargées d'ordonner la conservation des données, d'autoriser leur exploitation, le maintien de l'équilibre entre droits fondamentaux et lutte contre la criminalité. Et ainsi que vous l'aviez dit, monsieur le procureur, finalement, on va laisser à un juge le soin d'interpréter un peu comme il souhaite les exigences qui vont permettre de conserver et d'accéder à ces données. Donc, vous aurez un juge en Guadeloupe qui réfléchira peut-être différemment qu'un juge à Paris. Et donc, je considère que cette nouvelle réglementation française va permettre d'une part une appréciation que je considère comme partiale des garanties exigées par la réglementation et va aussi amener à un contrôle partial de ces mêmes garanties. Alors, les notions qui sont utilisées par la nouvelle réglementation française sur les données de connexion ne font l'objet d'aucune définition textuelle, qu'elle soit législative ou réglementaire.
cette absence de définition par le législateur va accorder au juge une grande marge d'appréciation dans le contenu de ces notions. Cela vaut à la fois pour la sécurité nationale, qui, je le rappelle, permettait une conservation des données les plus sensibles, que pour la criminalité grave, qui permet un accès aux données de connexion. Alors, c'est problématique puisque pour la sécurité nationale, comme j'ai pu le constater quand j'ai été amenée à travailler sur ces questions, les juridictions suprêmes vont avoir des appréciations assez différentes de la sécurité nationale. Le Conseil d'État va caractériser une atteinte à la sécurité nationale en se référant au contenu de l'article L 811-3 du Code de la sécurité intérieure, article qui a une portée beaucoup plus large que, par exemple, la sécurité nationale telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice. La Cour de cassation va choisir, quant à elle, de retenir une appréciation abstraite de la sécurité nationale liée aux deux premiers titres du livre 4 du code pénal, excusez-moi. Alors, ces titres, c'est l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et le terrorisme. Et donc, en l'absence de réaction du législateur ou européen ou à minima français, les approches vont continuer de diverger. Et c'est le cas aussi, comme vous l'avez dit, pour la question de la criminalité grave. Alors, la Cour de cassation a essayé de donner quelques indications pour définir ce qu'est la criminalité grave. Alors, dans ses arrêts de juillet 2022, elle considère qu'il y a criminalité grave au regard, et là je la cite, de la nature des agissements de la personne poursuivie, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue. Donc, on a une appréciation assez concrète de ce qu'est la criminalité grave, sauf que quand on regarde dans les faits et dans les faits qui étaient présentés à la Cour de cassation, la Cour de cassation, sans surprise, va considérer qu'un trafic sur plusieurs centaines de kilogrammes de cocaïne en bande organisée par une structure criminelle de dimension internationale relève de la criminalité grave, on aurait pu s'en douter. Par contre, elle va aussi retenir qu'un service de livraison d'herbes de cannabis peut aussi relever de la criminalité grave. Donc, on ne sait pas où elle place le curseur. Et le législateur n'est pas intervenu pour essayer de lui fixer un faisceau d'indices particulier. Il a juste précisé, toujours pareil dans la refonte du Code de procédure pénale, que, sauf exception, un seuil minimal de 3 ans d'emprisonnement permettait l'accès aux données de connexion. Donc, 3 ans d'emprisonnement, ça reste quand même assez faible. Ça veut dire qu'un vol peut être considéré comme de la criminalité grave et donc peut permettre d'autoriser l'accès aux données de connexion. Je ne suis pas sûre que cela soit véritablement protecteur des droits fondamentaux. Enfin, je vais finir par la raison pour laquelle je considère que ce contrôle que le contrôle des garanties qui sont exigées par la réglementation peut être partiel. Il peut être partiel selon moi parce que, tout d'abord, l'autorité qui contrôle n'est pas forcément indépendante, comme vous l'avez dit, s'agissant du procureur général, du procureur, excusez-moi. Et aussi parce que les exigences que, par exemple, le procureur ou un juge d'instruction va contrôler vont aussi subir un contrôle que je considère comme partiel. Alors, comme cela a été dit, la Cour de justice va dans un arrêt de 2001, considérer que le procureur n'est pas une autorité indépendante, enfin, en tout cas suffisamment indépendante, pour autoriser l'accès aux données de connexion. Alors, il s'agissait du procureur estonien, procureur qui était assez semblable à nos procureurs français, et la Cour de justice va considérer que ce n'est pas une
une autorité suffisamment indépendante, puisque ce procureur est impliqué dans la conduite de l'enquête pénale et n'a pas une position de neutralité vis-à-vis des parties. La Cour de cassation va reprendre cette position et va appliquer cette position, puisque dans ses arrêts de 2022, la Cour de cassation va considérer que le procureur français ne présente pas les garanties suffisantes pour autoriser l'accès aux données de connexion. Alors, la Cour de cassation ne se justifie pas particulièrement sur les raisons pour lesquelles elle considère que le procureur n'est pas suffisamment indépendant. Quand on lit un peu les mots de la Cour de cassation, on peut imaginer que c'est une question d'impartialité du procureur français, et notamment sur le fait que le procureur pourrait privilégier une partie plutôt qu'un autre, privilégier les autorités d'enquête plutôt que les droits des justiciables. Toujours en appliquant, donc pour le procureur général, pour le procureur, excusez-moi, la solution semble être close par la Cour de cassation, et le législateur français n'est pas intervenu, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit que le procureur n'avait pas à permettre l'accès à ces données. Pour le juge d'instruction, la Cour de cassation considère que le juge d'instruction est suffisamment indépendant pour autoriser l'accès aux données de connexion. Alors là encore, quand on regarde la jurisprudence de la Cour de justice, on peut peut-être en douter, puisque la Cour de justice affirme que l'autorité ne doit pas être impliquée dans la conduite de l'enquête pénale en cause, ce qui n'est pas forcément le cas. Encore une fois, le législateur n'a pas tranché en faveur du juge d'instruction ou du procureur général, soit en renforçant, comme vous l'avez dit, l'indépendance du procureur, soit en tout simplement créant plus de juges d'instruction, puisque sinon, nous ne pourrons pas faire face à toutes les demandes de réquisition. Comme vous l'avez dit aussi, des auteurs ont proposé que ces accès soient donnés par le juge des libertés et de la détention. Alors, outre les problèmes très pratiques de donner ce pouvoir au juge des libertés et de la détention, on peut remarquer que le juge des libertés et de la détention ne connaît pas toujours les dossiers, enfin les rouages du dossier de la police, si bien qu'il est amené à se prononcer souvent rapidement sur des faits qui lui sont présentés par la police, et que sa motivation rejoint très souvent celle des enquêteurs de police. Donc, là encore une fois, la question de l'indépendance du juge des libertés et de la détention se pose. Mais quand bien même on choisirait soit de renforcer l'indépendance du procureur, soit de donner cela au juge d'instruction, soit de donner ça au juge des libertés et de la détention, un autre problème, et je finirai ainsi, se pose, c'est le contenu du contrôle que doivent effectuer ces autorités. Comme vous l'avez dit, et ça, ce n'est pas imposé par la réglementation française, ça a été imposé par les juges européens et nationaux, il faut qu'il existe une nécessité d'accéder aux données conservées, une nécessité pour les besoins de l'enquête pénale. Et encore une fois, cette notion de nécessité n'est pas définie ni par le législateur, ni par les juges, si bien qu'on va avoir une appréciation qui va être différente en fonction des autorités qui sont chargées d'autoriser l'accès à ces données de connexion. Alors, quelle est la solution? Selon moi, il faudrait que le législateur intervienne pour cadrer et surtout harmoniser ces exigences. D'autres auteurs pensent différemment que moi. On pourrait s'inspirer de certains États européens
qui n'ont pas hésité à mettre en conformité leur procédure pénale avec l'impératif de protection des droits fondamentaux, sans pour autant entraîner la paralysie des services enquêteurs et l'impunité des auteurs d'infractions pénales. Je vous remercie de m'avoir écouté.